C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette édition du journal. C'est l'heure de vous informer sur Web Info Télévision. Commençons cette édition du journal par cette brève information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier jeudi 27 novembre à Belgrade en Serbie pour une visite d'État de 3 jours. Invité par son homologue serbe Aleksandar, le chef de l'État congolais est accompagné de la première dame Denise Nyakirou. Cette visite fait suite à leur rencontre de septembre 2024 en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York. Poursuivons cette session d'actualité. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, est revenu hier jeudi dans un briefing presse sur les propos qui ont suscité la polémique après son intervention de mercredi. Il affirme que ces déclarations ont été sorties de leur contexte et déformées par ce qu'il qualifie de désinformation et des poisons rwandais. Il est ici. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons, et dans le strict objectif de s'aimer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement, du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important. Chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. La preuve, le ministre des Mines a failli laisser sa vie parce qu'il devait aller compatir avec les compatriotes qui ont été touchés. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression. Et c'est cette mobilisation qui fait que on veut toujours à travers la désinformation, toujours à travers le poison rwandais, vouloir travestir ce qui a été dit ici. Je pense que s'il y a une province que j'ai particulièrement visitée depuis que je suis au gouvernement, c'est la province du Nord Kivu. Et d'ailleurs, je m'y installerai dès que la paix sera restaurée parce que la République du Congo, démocratique du Congo, appartient à nous tous. Donc, c'est pas étonnant de voir que ceux qui cherchent des canaux pour éviter justement le sort qui est attendu d'eux, à la fois de leur père, qui a déjà montré des exemples de comment ils traitent ces supplétifs, mais aussi au terme des discussions, peuvent trouver autre chose que penser pouvoir travestir la volonté du gouvernement. En termes d'entrepreneuriat, c'est un travail que je faisais comme député national. Je ne voudrais pas faire un classement, mais les jeunes du Nord Kivu qui sont résistants et résilients le savent. Mais ici, il faut aussi rappeler que la province du Nord Kivu est dirigée par le gouverneur militaire à partir de Beni ou comme la province du Nord Kivu à partir de Vira. Évidemment, il y a des parties du territoire qui sont occupées. Nous y travaillons quotidiennement. Vous avez vu que le budget consacre 30% à la sécurité. Et donc ici, le message qu'il faut repasser à toutes nos populations qui ont pu être victimes de cette manipulation, c'est que nous travaillons pour que chaque centimètre carré du territoire nous revienne et pour que chaque vie de Congolais soit préservée. C'est pas ceux qui dénient l'existence de la crise humanitaire que le monde voit qui peuvent aujourd'hui se présenter comme la solution parce que c'est eux le problème. C'est eux qui font que l'aéroport de Goma ne puisse pas être ouvert parce que c'est eux qui ont tué, c'est eux qui ont attaqué les écoles et ils seront tenus pour responsables. Voilà, Monsieur le Ministre, c'était une petite précision. Je vous remercie. Dans ces mêmes briefings aux presse, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, adressait un tableau accablant du dossier de pollution de Sidi Emma Lubumbashi. Il a dénoncé un constat malheureux marqué par le non-respect des normes élémentaires de conception, de construction, mais également d'exploitation de bassins de rétention. Ces propos sont ici. Le premier incident, c'est le 4 novembre, si je me rappelle bien. J'ai été saisi d'un débordement d'un bassin de rétention de la compagnie minière CDM, mais avec des répercussions assez graves dans l'environnement. Des eaux acides qui se déversaient un peu partout et qui affectaient bien sûr les populations, qui affectaient les puits d'eau, qui affectaient même l'écosystème des rivières et autres, avec des poissons morts et autres. Nous nous sommes rendus sur les lieux et bien entendu le constat que nous avons fait était un constat malheureux. C'était un constat de mépris des normes élémentaires de conception, de construction et d'opération d'un bassin de rétention. Je ne vais pas aller dans les termes trop techniques, mais tout ce que je vais vous dire simplement, c'est qu'un bassin, le lieu où on le construit est sélectionné selon certains critères
Et la géomembrane qu'on pose pour retenir les eaux aussi est posée sur un sol qui est bien préparé, qui est compacté avec certains standards. Et il y a des méthodes pour détecter les fuites pour que la nappe aquifère ne soit pas polluée. Tous ces standards n'étaient pas au rendez-vous. Et encore moins la façon d'opérer, la façon de détecter ou de prévenir la vie, mais un accident. Et ça surprend tout le monde. Non, il y a des signes avant-coureurs. Et donc, il n'y avait rien de tout cela. Nous avons mis en place une commission d'enquête pour enquêter, établir la vérité, toute la vérité, établir les responsabilités également, parce que les sanctions vont s'en suivre. Parce que la société sera tenue, bien sûr, de réparer tous les dégâts qui ont été causés à l'environnement. Elle sera tenue de dédommager tous ceux qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre. Elle sera tenue également de payer tous les travailleurs pendant tous les 3 mois, parce que j'ai pris une décision de suspendre cette opération-là. Pendant 3 mois, leur donner la chance de réparer. Et je ne lèverai cette mesure que quand je serai suffisamment satisfait que les mesures ont été prises pour préserver l'environnement et les populations autour de cette mine. Voilà brièvement ce qui s'est passé, mais je dois avouer également que les responsabilités sont partagées. Parce que pour en arriver là, notre administration devait jouer également son rôle. Et donc il y a un besoin de renforcer la capacité de notre administration pour que les contrôles se fassent de manière plus efficace et qu'on puisse prévenir pareil incident. Lorsque cet incident sera clos, nous allons étendre la mission de cette commission pour aller dans les autres sites également. Absolument. Pour voir ce qui s'y passe, pour prévenir justement que pareil incident ne se produise. Le transport aérien en RDC pourrait se renforcer dès janvier 2026. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge des transports, a annoncé lors du forum Makutano 2025 l'arrivée de 3 avions de la compagnie Air Congo, suivis de 2 autres en février. Suivez-les. Le 25 novembre, les 2 premiers avions arrivaient avec la collaboration et l'association de Ethiopian Airlines, lequel l'État à 51, État congolais à 51% et Ethiopian Airlines à 49%. Ce n'est pas que 2 avions, c'est 2 737 qui aujourd'hui, je pense que peut-être les uns et les autres ont déjà eu à parcourir à travers cette compagnie. Le taux de remplissage est assez important, entre 80 et parfois même 100%. C'est assez exceptionnel dans le transport aérien. Je peux vous annoncer que 3 autres avions sont en train d'arriver au mois de janvier au plus tard. Il y aura 2 ATR 72. Les ATR 72, ce sont les avions de plus ou moins 70 places. C'est des avions à hélice qui vont être basés l'un à Kisangani, l'autre à Kinshasa. Kisangani pour pouvoir relier Buta, Iziro, Kindu, Beni et Bunia là-dessus, et à Kinshasa pour pouvoir effectuer les rotations entre Chikapa, Bandunduville, Kikwit, Mwanda, Matadi, Bumba, Lisala, Mbandaka, Gemena, Bwende également, afin de pouvoir faire les boucles et faire la récupération des passagers sur des villes comme Kisangani, les ramener sur Kinshasa, et pour ceux qui voyagent également en dehors du pays également faire la jonction avec les compagnies aériennes étrangères. Ça, c'était déjà quelque chose qui était fait, et nous avons mis ça en application et c'est réalisé. Et je dirais que c'est pas simplement les 3 prochains avions qui vont arriver, mais il va encore avoir 2 737 qui devraient arriver au mois de juin de l'année prochaine. Et nous sommes en train de, enfin, pas de négocier, mais de quasiment conclure pour l'acquisition d'un Boeing 787, le Dreamliner, qui devrait permettre la liaison entre Kinshasa et Bruxelles, Paris, Dubaï dans un premier. L'opposant congolais Martin Fayulu, leader de la coalition Lamuka, appelle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à rendre public les contenus du projet d'accord qu'il envisage de signer avec le président rwandais Paul Kagame à Washington. Selon lui, les Congolais ont le droit d'être informés et aucun accord ne doit compromettre la souveraineté nationale.
En Loan-Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kacham, a poursuivi ses visites auprès des unités engagées sur les différents fronts avant, pendant et après les opérations menées par les FARDC contre les groupes armés locaux et étrangers. Il se rend sur les terrains pour galvaniser le moral des troupes et évaluer l'évolution des opérations. Reportage. Devant les hommes en uniforme matin, midi et soir, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri ne restait pas indifférent. Cet officier général, ici au site de Diango, à l'ouest de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, montre son enthousiasme. Awa, depuis que te komaki awa, na bandeko na biso, ba partenaire na biso MONUSCO, basaleli biso, ba renforcement de capacité et formation kili. Pe tomoni que formation wana e profité mingi na basoda na biso tango baza na terrain. Bino pe na moni bino lelo oyo ndenge nini bosali mazoezi awa. Na moni que boza na détermination. Mutu na mutu aza na confiance na ye. Bobanga lisusu eloko moko te. Ngai commandant na bino naza fier na bino. Le lieutenant-général Luboya Kacham suit de près les renforcements de capacité des hommes en uniforme à Rwampara et au camp de Romo. Pour nous, militaires, il faut aussi la formation continue. Vous avez vu la plupart de ceux qui viennent d'arriver, ce sont des jeunes gens qui viennent des centres d'instruction. Et donc, à l'unité ici, il faut des performances. Il faut qu'ils deviennent professionnels. Et donc, nous, ensemble avec le bureau ici, nous avons organisé cette formation pour d'abord qu'ils s'acclimatent et puis qu'ils apprennent des nouvelles armes ou même qu'ils apprennent plus, qu'ils arrivent vraiment à bien contrôler, à bien, n'est-ce pas, effectuer leurs tirs et de sorte que cette menace soit vraiment détruite et anéantie. Le numéro 1 de la province de l'Ituri partage sa compassion aux hommes en uniforme blessés sur différentes lignes de front pour la défense de la patrie. Félicitations vraiment. Voilà les jeunes commandants dont on a besoin. Vraiment, félicitations. Courage. Courage, vraiment. Ça va aller. Vraiment, courage. Sur les théâtres et des opérations, le commandant des opérations remonte le moral de ses compagnons d'armes pour la défense de l'intégrité du territoire national. Vous avez montré que vous êtes fort. Vous avez montré que vous avez la détermination. Vous avez montré que vous aimez le pays. Et tout le monde aujourd'hui est fier de l'armée, est fier particulièrement de les soldats, les policiers, les Ituri. Entre-temps, les commandants des opérations visitent les états-majors du secteur opérationnel et de la 32e région militaire, question de s'assurer des conditions du travail et apporter les solutions aux problèmes de ses frères d'armes. En Ituri, sous la houlette du lieutenant-général Luboya Kacham, l'esprit du corps, la discipline, la loyauté et le professionnalisme observent l'armée avant, pendant et après les opérations, respectent les critères du succès à l'esprit et à la lettre selon les instructions du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ika
À Mabanga, dans le territoire de Djougou, les forces armées de la République démocratique du Congo ont découvert une nouvelle cache d'armes lors d'une opération de ratissage menée ce mercredi, une opération qui s'inscrit dans la stratégie de sécurisation d'une zone encore fortement marquée par l'instabilité. Selon les FARDC, le matériel saisi comprend plusieurs fusils d'assaut de type AK et des lance-roquettes, des obus, ainsi qu'une importante quantité de munitions de calibre 7,62, des chargeurs et divers équipements militaires ont également été récupérés. Leur utilisation, ça détruit et il y a des éclats qui s'ensuivent après. Ce sont des roquettes qu'on ne trouve plus ici dans les FARDC. Devenu un tout petit peu rare dans les FARDC. Mais nous les avons trouvés ici, et pas toujours. Ça détruit des engins. Sur le terrain, pour l'armée, cette démonstration vise à illustrer l'avancée des opérations en cours et à monter la détermination des troupes. Toujours en Ituri, l'armée congolaise a mené mercredi dernier une opération de ratissage à Mabanga dans les territoires de Djougou. Le FARDC ayant découvert une importante cache d'armes attribuée à plusieurs groupes armés actifs dans la région, dont les éléments de la CRP de Thomas Lubanga. La saisie a été présentée à la presse et saluée par les autorités locales. Reportage. À Mabanga, dans le territoire de Djougou, les forces armées de la République démocratique du Congo ont découvert une nouvelle cache d'armes lors d'une opération de ratissage menée ce mercredi, une opération qui s'inscrit dans la stratégie de sécurisation d'une zone encore fortement marquée par l'instabilité. Selon les FARDC, le matériel saisi comprend plusieurs fusils d'assaut de type AK et des lance-roquettes, des obus, ainsi qu'une importante quantité de munitions de calibre 7,62, des chargeurs et divers équipements militaires ont également été récupérés. Leur utilisation, ça détruit et il y a des éclats qui s'ensuivent après. Ce sont des roquettes qu'on ne trouve plus ici dans les FARDC. Devenu un tout petit peu rare dans les FARDC. Mais nous les avons trouvés ici, et pas toujours. Ça détruit des engins. Sur le terrain, pour l'armée, cette démonstration vise à illustrer l'avancée des opérations en cours et à monter la détermination des troupes dans le cadre de démantèlement de tout réseau armé encore actif dans les territoires de Djougou. Cette action est saluée par l'acteur politique Lick Malembe qui appelle les chefs de certaines entités de la zone à se désolidariser clairement de tout support au groupe armé afin de permettre un retour progressif de la stabilité. Armes lourdes tunakuta pale mingi ya ba AK47 na ya ba arme lourde. Ile bitu yote inafitiwa hapa kubatoto ya mwingine. Na bitu ile benye biko banaificha ni ba chef ya mwingine. Biko banasema ni maarme ya communauté yabo. Mimi napenda nikuwe clear na ba chef ya mtu wote mweko ndani ya bitu ya ba milisi. Chef hawezi kuwa milisi. Ukisha kuwa milisi wewe pana chef. Na tuwezi ogopa we, na tuwezi heshimia we. Chef njo mwenye uko chef kama de groupement, uko représentant wa l'état. Les opérations de traque se poursuivent dans plusieurs localités voisines, l'armée affirmant vouloir neutraliser toutes les sources d'approvisionnement et de soutien au groupe. Terminons ce journal avec cette note sportive. À Kananga, le football congolais dépasse les limites. Après le match nul entre Tikas et Malolé, des joueurs ont agressé les arbitres. Une fois de plus, la vétusté et l'insécurité des stades de l'UNAFOOT sont pointées du doigt. Suivez ces reportages. Ceci n'est pas un match d'un tournoi interscolaire, encore moins d'une compétition de quartier. C'est une rencontre du championnat d'élite de la République démocratique du Congo, la l'UNAFOOT, pays où s'est déroulée la 47e Assemblée générale ordinaire de la CAF. Y a-t-on abordé des questions aussi cruciales comme celle-ci, celle des infrastructures sportives et de la sécurité des acteurs du football, sport qui se joue sur terrain avec des normes claires édictées par la FIFA. Nous sommes à Kananga, dans un stade à peine clôturé, sans gradin pour le public, encore moins un dispositif qui séparerait les joueurs, les arbitres avec les spectateurs. Pas étonnant qu'après une action, des supporters envahissent l'aire des jeux pour exprimer leurs émotions.
physiquement. Que faudrait-il pour que pareil cirque s'arrête? Peut-être qu'il y ait mort d'homme, avant que les instances n'interviennent et ne décident des cadres appropriés où devrait se pratiquer le football. Quand est-ce que la FIFA, la CAF, dont le secrétaire général est natif de ce pays, M. Véron Montsengo Omba, le CONOR, décideront-ils d'intervenir pour mettre fin à une récréation qui n'a que trop duré? Un carnage et des deuils, il serait alors déjà trop tard. Des stades pareils ne sont pas dignes d'un pays qui débourse des millions de dollars américains pour sponsoriser le Barça, Monaco et d'autres prestigieux clubs européens qui se passeraient bien de cette manne de la honte. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette actualité de ce midi. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout activer la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.